La prochaine invitée, c'est Mme Renée Hébert, qui est agente d'information pour la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais aussi pour le volet autisme Chaudière-Appalaches. Renée, bonjour. Bonjour, Michel. Renée, on se connaît bien parce que moi, la Maison de l'Arc-en-Ciel, c'est ma maison. C'est les gens qui y travaillent, les gens qui y vont aussi, votre clientèle. Moi, pour moi, c'est des gens que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup. La Maison de l'Arc-en-Ciel, vous savez que mon cœur bat beaucoup pour la Maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, on se connaît très bien. Donc, on va faciliter les choses. On va se tutoyer pour les circonstances. C'est le 1er avril. Oui. C'est le 1er avril, du 30 avril, le mois de l'autisme. Oui. Pourquoi avril, le mois de l'autisme, René? Bien, avril, un mois comme les autres. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi on a choisi avril, le mois de l'autisme. Ce que j'en sais, c'est que ça a commencé aux États-Unis dans les années 70. Où est-ce que, quand l'autisme a commencé à faire surface, quand on a commencé à découvrir un peu qu'est-ce que c'était cet état-là. Donc, on a commencé à souligner pour le mois de l'autisme pour sensibiliser à cette condition-là. Mais il faut dire qu'au Canada, par exemple, le mois de l'autisme est célébré en octobre. Sauf que nous, au Québec, étant donné que octobre, durant l'automne, c'était une période assez intense au niveau des campagnes de sensibilisation, tout ça, on a décidé que avril, c'était le meilleur moment pour souligner le mois de l'autisme et faire de la sensibilisation. Est-ce qu'on finit, parce que tu viens de dire que dans le temps, on connaissait moins l'autisme. Bon, faut le mentionner, tu as un garçon qui est autiste. Est-ce qu'on a fini par découvrir c'est quoi exactement l'autisme? On en sait beaucoup plus. On sait vraiment que l'autisme, c'est pas une déficience intellectuelle. Quoique, on peut avoir une déficience intellectuelle avec de l'autisme, mais la majorité n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, c'est pas une question de quotient intellectuel, c'est pas une question de santé mentale non plus, c'est vraiment un trouble neurologique. Donc, qu'on appelle maintenant le trouble du spectre de l'autisme. Autrefois, on avait plusieurs appellations pour l'autisme parce que l'autisme se manifeste différemment. Donc, on pouvait avoir des gens qu'on qualifiait de autistes Asperger. Sûrement que tu as déjà entendu ce nom-là. Et puis, les Asperger, c'était les autistes qui étaient plus habiles avec la parole, avec la communication, mais quand même qui avaient des déficits au niveau des interactions sociales, des habiletés sociales. Donc, on avait les Asperger, on avait vraiment les autistes typiques là, qui étaient dans leur bulle, pas de communication verbale ou non verbale, mais vraiment qui étaient qui avaient un besoin de soutien très important. Et puis, on avait aussi dans le temps, on les appelait les TED non spécifiés, les troubles envahissants du développement non spécifiés, qui faisaient aussi partie de cette catégorie-là. Donc, au fur et à mesure qu'on a commencé à découvrir qu'est-ce que c'était l'autisme, puis avec ces appellations-là et ces différentes catégories d'autisme-là, là, les diagnostics sont mis à sortir, puis on essayait de catégoriser les gens dans ces types d'autisme-là, puis on s'apercevait qu'il n'y avait pas vraiment un type d'autisme là, qui fitait, je vais dire ça comme ça, qui fitait, okay. Qui convenait vraiment bien pour décrire les caractéristiques de la personne. Les scientifiques, à un moment donné, ils se sont dit, on s'aperçoit que l'autisme, finalement, c'est un spectre. C'est comme un grand arc-en-ciel, dans le fond, puis la personne peut se situer à différents niveaux dans cet arc-en-ciel-là. Donc, c'est pour ça qu'en 2015, avec les nouveaux, le manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, dans le fond, ils ont décidé de sortir l'appellation trouble du spectre de l'autisme et puis de donner des niveaux de besoins, des niveaux de soutien aux personnes qui recevaient le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a encore des niveaux. Il y a encore des niveaux. Il n'y a plus d'appellation. Il y a encore des niveaux, mais on va plus y aller en disant, cette personne-là a un besoin de niveau plus élevé ou moins élevé au niveau de la communication ou au niveau des comportements. T'sais. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que
on dit qu'il y a autant de personnes autistes que d'autisme, là, tu sais, dans le fond, de type d'autisme. La variabilité là, est très, très grande. Fait qu'il ne faut comme pas se faire trop d'idées préconçues sur l'autisme parce que c'est très variable. OK. Tu as un garçon qui est autiste. Oui. Et qui se débrouille très bien. Oui. Et c'est vers ça où je pense qu'on tend maintenant. Oui, bien, c'est sûr. C'est qu'il y a maintenant une vie pour ces gens-là, alors qu'avant ça, il n'y en avait pas ou peu, ou presque pas. C'est un peu ça aussi. Quand on dit une personne a un besoin un niveau de besoin léger, bien, c'est sûr et certain que c'est pas que cette personne n'a pas de besoin ou n'a pas de difficulté, sauf que c'est une personne quand même qui va démontrer une capacité d'autonomie et d'autodétermination un petit peu plus élevée que d'autres personnes qui ont un niveau de besoin plus sévère. Donc, oui, on tend vers ça aussi, vers les personnes autistes vont être beaucoup plus autonomes, peut-être, ils vont nous paraître plus autonomes qu'ils l'étaient il y a peut-être 25-30 ans, parce que justement, les interventions sont beaucoup plus précoces. Hein, aussitôt que c'est pour ça qu'on mise beaucoup vers pour avoir un diagnostic précoce, parce que plus on le sait tôt, plus on peut intervenir de la bonne façon avec un enfant autiste et améliorer ses chances de devenir le plus autonome possible. Comment on découvre ça? On découvre ça, bien souvent, l'autisme, on va le découvrir avec des enfants qui ne parlent pas ou qui parlent très peu ou qui vont faire beaucoup d'écholalie. Ça, l'écholalie, c'est quand les enfants répètent ce qu'on dit. Tous les enfants vont faire ça, un petit peu de l'écholalie. Mais à un moment donné, quand il est rendu à 5 ans puis qu'il fait juste répéter ce que tu dis, mais qui n'est pas capable de construire des phrases de par lui-même, ça peut être un signe aussi que la communication est déficiente. Mais on va plus aussi s'en apercevoir au niveau de ses intérêts. Souvent, les enfants autistes vont avoir des intérêts très restreints. Par exemple, si c'est les blocs Lego, ça va être juste ça. Tu ne seras pas capable de l'amener à d'autres choses. Et ils vont vraiment focusser beaucoup sur un intérêt spécifique et aussi le fait que c'est des enfants qui vont avoir de la difficulté à entrer en interaction avec les autres enfants. Ils vont plutôt jouer en parallèle. Au lieu de jouer avec les enfants à des jeux de faire semblant ou peu importe, ou jouer en interaction, c'est des enfants qui vont plus avoir tendance à jouer en parallèle. Donc, c'est bien vrai quand on dit qu'ils sont un peu reculés, un peu dans leur monde. C'est stéréotypé, c'est stéréotypé comme est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est encore oui, comme ça qu'on peut... Bien, si c'est une façon pour vous de le comprendre, moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est juste qu'il ne faut pas généraliser. Ça, dans le fond, mais oui, effectivement, les enfants, les adolescents ou les adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme vont plus avoir tendance à s'isoler, à se retirer parce que, pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'ils ont de la difficulté à comprendre les autres personnes. C'est au niveau des interactions sociales, comme je disais, la compréhension des émotions. C'est des choses qui sont très difficiles pour les personnes autistes. Donc, au lieu de se risquer à ne pas comprendre l'autre, bien, ils vont peut-être préférer dire, bien, tout simplement, je vais rester dans mon coin, puis ça va être correct comme ça. J'en ai assez à me gérer moi-même, là, commencer à gérer les autres. On est tous un peu comme ça aussi, sauf que pour les personnes autistes, c'est vraiment plus difficile. Mais comme ton garçon, il travaille, il a son auto, oui. Donc, quand on parle de niveau, là, moi, je comprends que est-ce qu'il y a des plus débrouillards? Est-ce qu'il y a des plus... Parce qu'on regarde, ton garçon, c'est un bel exemple là, de réussite. Exemple, là. Mais il ne faut pas se fier... De réussite personnelle. Oui, parce que réussite personnelle. Moi, je dis que ce garçon-là a voulu réussir personnellement. Oui, effectivement. Donc, il y avait des parents qui poussaient en arrière aussi. Oui, peut-être un peu aussi, mais je pense que chaque personne est unique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va réussir dans la vie, puis une autre va avoir une vie peut-être moins intéressante, mais ça fait partie de la personnalité de la personne. Hein? Fait que peut-être, oui, effectivement, on l'a poussé ou on a favorisé son autodétermination. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que souvent, quand on a des enfants qui ont des difficultés, on va avoir tendance à faire pour eux autres.
On va avoir tendance à protéger l'environnement, mais je dirais peut-être plus que les autres enfants ou que les autres adolescents, c'est des personnes qui ont besoin de faire des expériences pour apprendre. Et si on ne les laisse pas se casser la gueule un petit peu, ils ne pourront jamais passer par-dessus. C'est un peu comme, je suivais une formation qui était super intéressante il n'y a pas longtemps. Nos enfants, quand ils commencent à marcher, on le sait qu'ils vont tomber puis qu'ils vont se faire une prune sur le front. Mais on les laisse faire. Hein? Parce que si on veut passer à l'étape suivante, on n'a pas le choix de les laisser tomber. Il faut qu'ils apprennent que s'ils tombent, ils vont se faire mal. Donc, c'est ça. Fait qu'avec les personnes autistes, c'est d'autant plus vrai parce que eux autres, juste s'imaginer qu'une chose peut devenir comme ça ou s'imaginer le futur pour eux autres, c'est très difficile. Donc, ils ont vraiment besoin de faire des expériences concrètes pour avancer dans la vie. Fait que l'autodétermination, justement, c'est vraiment les laisser faire des choix, les laisser peut-être se casser la gueule un petit peu. Donc, ça fait partie de toutes les nouvelles approches, les nouvelles interventions qui fait qu'on est capable d'amener ces personnes-là un petit peu plus loin. Et comme on le disait, il y a 25, 30, 40 ans, on avait plutôt tendance à dire « Toi, tu es autiste, tu ne bouges plus de là, on va te placer en institution, puis ça se termine là. » On ne se demandait même pas est-ce qu'il y a la capacité de... c'était comme autre temps, autre mœurs. Hein? Donc, les temps ont bien changé. C'est ça, ça a changé beaucoup. René, tu vas rester avec nous autres? Oui. Parce qu'on va parler, c'est quoi le mois de... Qu'est-ce qu'on fait durant le mois de l'autisme pour souligner ce mois-là, mais également la continuité des services. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle. Oui. Donc, René Hébert, qui est agent d'information, je veux bien le dire, de la Maison de l'Arc-en-Ciel, volet autisme Chaudière-Appalaches. On revient dans quelques instants. Alors, mon invité, je vous le rappelle, c'est René Hébert, qui est agente d'information pour la Maison de l'Arc-en-Ciel, volet autisme Chaudière-Appalaches. 1er avril au 30 avril, le mois de l'autisme. Pourquoi? On fait quoi pour souligner le mois de l'autisme? Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est québécois, c'est partout au Québec. Oui. Au mois d'avril et au mois d'octobre, c'est au Canada. Qu'est-ce qu'on fait pour souligner le mois de l'autisme? Bien, évidemment, cette année, le mois de l'autisme va prendre une couleur différente. Hein? C'est sûr et certain qu'on avait l'habitude de faire beaucoup d'activités de regroupement, des formations pour les parents, des activités de sensibilisation au grand public. Cette année, on va beaucoup faire notre sensibilisation, concentrer notre sensibilisation effectivement sur les réseaux sociaux, sur les télés, des belles campagnes. La Fédération québécoise de l'autisme a mis sur pied une belle campagne promotionnelle pour le mois de l'autisme, donc à différents niveaux, au niveau des capacités des personnes autistes, au niveau des outils aussi pour sensibiliser l'entourage, au comportement des fois des enfants autistes qui sont... que les gens peuvent percevoir comme dérangeants, mais de permettre aux gens de comprendre pourquoi certains comportements, pourquoi certaines attitudes, puis de donner un petit coup de pouce aux parents aussi pour leur permettre d'expliquer ça. Et aussi, en tout cas, nous, du côté d'Autisme Chaudière-Appalaches, on va beaucoup miser sur la campagne qui traite de la continuité des services, parce que avec les familles qu'on côtoie, les personnes autistes qu'on côtoie, on se rend compte beaucoup que c'est un grand défi, la continuité des services. Puis je peux t'expliquer, on est beaucoup dans un mode, les services on a des bons services, mais on est beaucoup dans un mode, bon, tu as un problème à la petite enfance, on s'occupe de régler ce problème-là, après ça, on ferme le dossier, puis tu nous rappelleras si tu as d'autres problèmes. Mais quand d'autres problèmes arrivent, souvent, il est déjà tard pour enclencher le processus pour réouvrir un dossier. Donc, les situations ont tendance à s'envenimer ou, il y a un manque de continuité dans les services actuellement. C'est sûr qu'on travaille fort pour que, justement, les services, on puisse avoir une belle continuité puis qu'il n'y ait pas de trou. Est-ce qu'on a cette continuité-là? Est-ce que... Bien, aujourd'hui, parce qu'on en parle tellement, parce que, il y a un mois de l'autisme, on parle souvent de la Maison de l'Arc-en-Ciel, des services qu'ils offrent, et ça revient souvent avec les autistes aussi. Est-ce qu'on a cette continuité de service-là? Bien, on a des trous de service. On a quand même plusieurs trous de service. Puis souvent, je veux dire, on parlait des personnes autistes qui ont de plus grandes capacités. Souvent, c'est là qu'on voit les plus grands trous de service.
Parce qu'en se disant, bien, eux autres, c'est moins urgent, eux autres, c'est moins sévère. Donc, on va passer aux cas les plus graves avant. Donc, ces personnes-là, ils se retrouvent justement entre deux. Ils ne peuvent pas être pris en charge par les services de santé mentale parce que ce n'est pas un trouble de santé mentale. Et ils ne sont pas pris en charge par les services de déficience intellectuelle parce que ce n'est pas une déficience intellectuelle. Fait que tu comprends que ces personnes-là ont beaucoup de difficultés, justement. Donc, vraiment, c'est une catégorie de personnes c'est préoccupant. Les services ne sont pas tout à fait là pour ces personnes-là. Et dans notre campagne promotionnelle, on met beaucoup l'accent là-dessus, là, justement, de sensibiliser la population, mais aussi les instances que ces personnes-là, ils ont besoin d'un soutien. C'est pas parce que ça paraît pas que tu n'as pas besoin d'aide. Dans le fond, c'est ça le message. Mais est-ce qu'il passe, le message? Bien, de plus en plus, mais comme on disait, c'est pas parfait encore. Enfin, si on fait de la sensibilisation là-dessus, c'est parce qu'il y a encore des familles, il y a encore des personnes autistes qui vivent vraiment des grands défis par rapport à ça. Ça fait combien de temps qu'on souligne qu'il y a un mois de l'autisme? Ah, ça va faire une bonne... C'est près de 40 ans qu'on souligne. Ah oui, tant que ça. Au Québec, pas tant que ça. Au Québec, c'est venu un petit peu plus tard, là, plus dans les années 80, mais fin 80. Mais aux États-Unis, ça fait quand même un petit bout de temps, tu sais. Fait que c'est sûr et certain. Donc, ça veut dire que le message est long à faire passer. Le message est long à faire passer, mais c'est comme d'autres grands défis aussi. La déficience intellectuelle, aussi, l'intégration sociale, l'acceptation. On dit oui, on les intègre, oui, on les accepte, mais quand on est rendu, quand on doit le faire, là, justement, quand la réalité se présente. Quand la réalité se présente, c'est un autre défi. Puis oui, il faut outiller nos personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais il faut outiller aussi leur entourage, il faut outiller les employeurs. Donc, la continuité des services, c'est pas juste pour la personne autiste, c'est aussi pour tout le réseau qu'il y a autour pour permettre justement d'intégrer ces personnes-là au maximum. Comment tu vois l'avenir à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que c'est encourageant. Si on regarde il y a quelques années, puis où est-ce qu'on s'en va, on peut dire que les choses s'améliorent, puis la façon d'intervenir est de plus en plus spécialisée. Donc, on peut croire qu'on va finir par accéder à un autre niveau pour l'intégration des personnes autistes et le développement de leur plein potentiel. Bien, c'est ça. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à sensibiliser puis à aller de l'avant avec ça. À la Maison l'Arc-en-Ciel, vous avez une clientèle diversifiée. Oui. Est-ce que tout le monde finit par... Tu parlais de l'autisme qui est peut-être un petit peu plus en retrait. Est-ce que tout le monde finit par se renouer, être ensemble? Oui, bien oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais tu sais, il faut... Parce que tu as différents niveaux de... On parlait de déficience intellectuelle. Bon, tu as différents niveaux. Il y a des autistes. Est-ce que vous réussissez, vous autres, comme équipe, à faire communiquer tout ce monde-là ensemble? Bien oui, mais c'est un défi. Je veux dire, c'est un défi. Oui, j'imagine. Puis c'est pas pour rien aussi, tu sais, quand on parle qu'à l'Arc-en-Ciel, ça nous prend des plus grands espaces, c'est un peu pour ça aussi, parce que toutes ces personnes-là, ils ont des besoins uniques. Hein? Puis si on veut travailler positivement avec ces personnes-là, bien, il faut partir de leurs besoins aussi de base. Et si le besoin de base, c'est justement d'éviter de pas forcer. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer nécessairement la vie en groupe, mais il faut les amener à aller vers la vie en groupe. Donc, c'est pour ça que oui, on travaille là-dessus. On intervient du mieux qu'on peut, justement. Puis, au fur et à mesure que les personnes s'acclimatent et s'adaptent, bien, on peut réussir à faire des belles interventions puis une belle vie de groupe à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, on lance le mois de l'autisme. Est-ce que tu aurais un message à passer? Ah, bien, en autisme, je pense que la plus grande qualité que vous pouvez faire, que vous pouvez avoir face à ça, c'est d'être ouvert d'esprit. Quand on fait face à une personne autiste, il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas avoir de préjugés. Puis, dans le fond, c'est la clé du succès. Fait que quand on est ouvert d'esprit puis qu'on
qu'on s'en fait pas trop avec les conventions sociales et tout ça, on finit par faire aller loin avec ça. René Hébert, c'est très intéressant. Bon mois de l'autisme. Merci, merci. Du 1er au 30 avril, donc Maison de l'Arc-en-Ciel, mais aussi volet autisme Chaudière-Appalaches. Donc, c'est particulièrement tes responsabilités comme agent d'information à la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est ça, je suis toujours rejoignable par téléphone ou par courriel. 248-3055. 3055, c'est Merci beaucoup, René. C'est toujours intéressant. Merci. Voilà, ça complète. C'est le mois de l'autisme. Ça débute aujourd'hui, 1er avril, jusqu'au 30 avril. On s'arrête.